à tous, on est ravis d'être là et je suis d'autant plus ravie d'être là parce que je suis enrhumée et jusqu'à ce matin, j'étais pas sûre d'être avec vous. Bon, j'ai fait 3 tests, tout va bien, j'ai juste une très bonne crève, mais donc je suis vraiment très très contente d'être là. Donc je suis accompagnée de Simon, on est tous les deux staff designers chez Decathlon. En discutant autour d'un café, on s'est rendu compte qu'en fait on avait des parcours assez similaires et des anecdotes aussi très similaires. Et on s'est dit, il y en a même des très rigolos, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'en faire un talk? Et c'est comme ça que nous est venue l'idée de venir vous parler aujourd'hui pour vous partager toutes ces situations qu'on a vécues. Il y a quelques mois, du coup, comme Sabrina l'a dit, on s'est posé pas mal de questions sur des éléments qu'on avait vécus. Et on s'est dit, tu sais quoi, en tant que designer, nous, il y a un truc qu'on aime bien faire, c'est essayer de sortir des tendances. Comment on fait ça? On fait ça en allant glaner un peu de données. On fait en fait des formulaires qu'on envoie à nos proches ou à des panels pour sortir des tendances. Ni ni deux, c'est ce qu'on a fait. On a lancé notre petit Forms. C'était des questions hyper ouvertes, hyper simples, du style écoute, toi qui es designer depuis X années, c'est quoi le pire dev que tu as rencontré dans ta carrière? C'est marrant. On sent qu'il y a des images qui viennent là. On a fait exactement pareil pour l'autre corps de métier. Forcément, toi, développeur, excusez-moi pour les guillemets, mais c'est quoi le pire designer que tu aies pu rencontrer? Donc là, je vois beaucoup de sourires, c'est super cool, parce qu'en fait, vous voyez tous à peu près le genre de réponse qu'on a pu avoir. Vu qu'on est là pour s'amuser, on est entre copains, je vais jouer le jeu. Je me suis prêté à l'exercice et je vais vous formuler une réponse, moi, que j'ai eue, enfin en tout cas que j'aurais pu écrire si j'avais dû répondre. Si on remonte un peu le temps, il y a quelques années, je vis ma première expérience en tant que designer. Je sors de l'école, je suis un chien fou, j'ai envie de changer le monde, j'ai envie d'y aller. Je livre mes premiers parcours, mes premières maquettes. Alors, je fais de la UI, donc voilà, je fais mes écrans, je les dépose sur le repo, et en fait, il s'avère que quelques jours plus tard, il y a vous voyez le schéma de l'ours technique, le développeur plus super fort qui connaît tout, qui arrive et qui, littéralement, il arrive avec la maquette et il fait « Qui a fait ça ?» Vous le sentez venir, le loup, quoi. Moi, je suis super chaud, je suis super content. Je suis OK, allez, feu, t'y vas, c'est moi. Ouais, écoute, mon grand, petite tape sur l'épaule, c'est joli ton truc, mais ça marche pas et ça marchera jamais. Il s'est passé que j'avais fait finalement plus du graphisme qu'autre chose, j'avais fait des choses qui me semblaient bien, mais j'avais respecté aucun process. Ce truc-là, ça me suit encore, ça me fait encore rire aujourd'hui et c'était un petit peu l'occasion de le partager. Bref, pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'on a envoyé ce formulaire à quelques-uns de nos copains, nos collègues, et on va vous présenter quelques réponses qu'on a eues. Allez, c'est parti pour les petites perles. Alors, le tout premier, c'est un développeur qui s'adresse à un designer et qui lui dit « Oublie les limites techniques, on trouvera comment faire ». Donc là, s'il y a des designers dans la salle, ils sont tous en train de se dire « Il est génial, on recrute, on va le chercher ». Et bien pas du tout en fait. Parce que si je vous donne un petit peu de contexte, il travaillait sur un problème de latence dans l'application. Il y avait des lenteurs. Donc pour résoudre ce problème, il y avait plein de solutions possibles. Il pouvait faire du lazy load, il pouvait ajouter un bouton de chargement, revoir toute l'architecture technique. Enfin, il y avait plein de choses possibles. Mais là en fait, si le développeur il lui dit fais ce que tu veux, fais le mieux, on trouvera comment faire. Le designer, il lui répond « Je veux ça, mais en rapide ». Donc ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est l'un des points qu'on abordera durant ce talk. Il y a eu un deuxième verbatim qui est remonté, moi qui me fait toujours beaucoup rire. Je suis sûr que vous l'avez tous déjà entendu. C'est mais enfin c'est possible, Uber le fait. Donc je vois pas pourquoi nous on ne pourrait pas le faire. Alors là, voilà, ça fait rire, c'est toujours pareil. En fait, Uber, vous pouvez le remplacer par Google, par Apple, par n'importe quel GAFA. Bien sûr que ce sont des produits qui sont exceptionnels. Ici, là, en fait, c'était un développeur. Je crois qu'on a un petit souci, on peut peut-être essayer avec ça, si jamais tu veux. En fait, ici, c'est un verbatim de développeur qui remontait le fait que son designer lui avait dit « Mais mec, en fait, si eux le font, pourquoi toi, tu sais pas le faire ?» Bon, vous imaginez un peu comment ça peut faire mal, ça, le matin. Voilà. On va parler de ce sujet-là aussi ensuite. On croise les doigts pour que ça fonctionne. Tac, tac. Suspense. Qui te relance le...
À chaque fois qu'on a joué ce talk, on a eu des soucis techniques. À chaque fois. À chaque fois. C'est la poisse, je pense. Ah, c'est revenu. Super cool. Alors, une seconde. C'est revenu, mais pas de mon côté. T'es là. Pas de panique. Allô? Oui. Oui. Comme ça, vous voyez nos notes et tout, c'est trop cool. Blague ici. Promis, on arrive dans 1 minute. Ok, à gauche. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Je ne connais pas le raccourci, mais on y arrive. Applaudissements. Olé! Merci. Allez, c'est parti. Petite perle suivante. C'était mon tour de reprendre. C'était Allez, c'est parti, on replonge développeur. dedans. Un daily, ça c'est pareil, je l'ai vécu. Moi, je vis avec des super collègues qui me rappellent tous les jours, Simon, mon pote, oublie pas tes crayons de couleur pour bosser, sinon ça marchera pas. T'as pas besoin d'un MacBook pour travailler en tant que designer. C'était ici un développeur en fait qui en avait un peu marre de bricoler avec des post-it. Or nous, on en a besoin, nous designers. Donc voilà, on va aborder aussi ce petit verbatim derrière. Allez, petite citation suivante, c'est un designer qui nous dit je perds mon temps au daily, au rétro, de toute façon je comprends rien quand les devs y parlent. C'est un dur constat, mais on ne comprend rien quand vous parlez. Puis en plus, il arrive quand même fréquemment que les daily durent 45 minutes au lieu de 15. Donc ça aussi, c'est un point qu'on abordera durant ce talk. Pas de ticket, pas de dev. Ça, c'est un de mes potes. Ouais, j'ai entendu un petit rire au fond là-bas. C'est peut-être toi d'ailleurs qui me l'a dit. Pas de ticket, pas de dev. Je l'ai beaucoup entendu. Pareil au début, des designers qui ne comprennent pas forcément pourquoi on a besoin de tout spécifier ou tout tracer, tout simplement. Voilà, c'est un pain point qu'on va traquer ensuite. Et la dernière, et c'est notre pépite favorite, c'était un designer qui nous a raconté « Mon quotidien, c'est l'émission Nailed It sur Netflix ». Alors dans la salle, qui connaît l'émission Nailed It? Main levée, 2. Ah, quelques-uns quand même, joué. pas beaucoup. Allez, je vous explique. Nailed It, c'est une émission de pâtisserie sur Netflix où on a des candidats qui ont pour objectif de reproduire un gâteau extraordinaire, mais en très peu de temps. Ce qui concrètement donne ce genre de choses. Donc voici ce que peut ressentir un designer très fréquemment entre sa maquette et la prod. C'est marrant. Ok, donc vous l'avez compris, là on vous a donné des exemples, on vous a donné des verbatims. Parfois c'est des situations qui peuvent devenir un peu compliquées à gérer au quotidien, on peut vivre ça comme de l'agression, etc. En fait, nous, notre constat, c'est que souvent, c'est de la faute de personne, ou alors c'est que c'est de la faute de tout le monde. Il y a une incompréhension qui existe entre les designers et les développeurs. Ok, pas de souci, on va en parler. Avec Sabrina, on a récupéré tous ces feedbacks, on a rigolé un petit peu avant vous, il y a quelques mois, et effectivement, on s'est lancé dans l'organisation de ce talk. Ce qu'on a surtout remarqué, en fait, c'est qu'au quotidien, auprès des équipes avec qui on intervient, ou même dans le produit dans lequel on travaille, on a plein de petits trucs, plein de petits tips qu'on a mis en route et qui corrigent, qui gomment certains de ces éléments. Donc là, ce qu'on va vous proposer, en fait, c'est tout simplement des petits tips pour essayer de faciliter un peu ce end-off. Alors, avant d'aller plus loin, il va y avoir un petit disclaimer. On n'a pas du tout la science infuse. On est hyper conscient que ce qu'on va vous dire, ça marche pour certains, ça ne marche pas forcément pour d'autres, que les contextes de travail sont différents pour tous, et parfois même les hommes sont différents pour tout le monde. Donc, voilà, on n'a pas du tout l'idée de donner la science infuse, mais plutôt d'échanger avec vous sur de l'advice. C'est des solutions qui sont basées sur nos expériences respectives et celles qu'on vit en ce moment. Alors, tout à l'heure,
On a été présenté comme travaillant chez Decathlon. Alors pour ceux qui connaissent un peu la boîte, Decat, on rattache tout au sport. Alors bien entendu, c'est notre market, mais c'est aussi un peu l'ADN. C'est comme ça que ça fonctionne. Tous nos rituels sont attachés à des événements sportifs. Nos salles de réunion sont des salles de sport. Et on ne va pas changer une équipe qui gagne. Nous, nos problèmes, on les adresse un petit peu comme on adresserait à une rencontre sportive un peu importante. Donc on va vous présenter un plan en 3 étapes. On va résoudre une partie des soucis et des irritants avec le jeu en équipe. La constitution d'un collectif qui va bien s'entendre. Ensuite, on va plutôt parler organisation, schéma tactique, plan de jeu. Et enfin, on va chausser les crampons pour aller aborder le dur et le un peu plus énervé dans nos métiers. Allez, c'est parti, on se lance et on démarre sur le jeu en équipe, #communication. Donc voilà, notre premier slide, c'est bienveillance. Point. On a hésité à s'arrêter là. Non, en vrai, on a dit qu'on était là aussi pour que des fois ça matche. En vrai, on n'est pas hyper d'accord avec la bienveillance. Est-ce qu'il y en a d'autres dans la salle qui pensent que la bienveillance, c'est pas toujours une bonne idée? Ah, vous êtes courageux de le dire. Ouais. Donc, en effet, la bienveillance, nous, on avoue qu'on a un souci avec ça. Le souci, c'est que très souvent, on la confond avec la complaisance. Alors, la bienveillance, ça veut dire je t'accepte tel que tu es. Je suis bienveillant envers toi, je crois sincèrement que tu fais de ton mieux dans le contexte dans lequel tu es. La complaisance, ça veut dire que j'accepte une situation qui n'est pas OK sous couvert de bienveillance. Et c'est très important de faire la nuance entre les deux, parce que quand on est complaisant, on a plutôt tendance à brosser dans le sens du poil, à dire des choses pour que la personne, on ne la froisse pas, sauf que ça ne nous tire absolument pas vers le haut. Et pire que ça, être complaisant, c'est manquer de respect à la personne. C'est considérer qu'en fait, elle n'est pas capable. En fait, on est complaisant avec des enfants. Les enfants, par exemple, quand on est pressé et qu'ils ne font pas leur lacet, on a plutôt tendance à dire « Non mais il est petit, c'est pas grave ». Donc nous, ce qu'on a envie de vous encourager à faire, c'est à toujours associer la bienveillance et l'exigence. Je suis bienveillant envers toi, je t'accepte tel que tu es, mais je suis exigeant sur les résultats. Je suis bienveillant et c'est OK si aujourd'hui tu es fatigué, c'est OK si tu adores regarder des vidéos de chats, moi aussi j'adore regarder des vidéos de chats. Et en complément, je suis exigeant sur les résultats. Je suis exigeant sur le fait que les lacets, tu sais les faire, tu es capable de les faire. Donc fais-les. Donc en fait, dire que je suis exigeant, c'est dire que je te respecte. Et je respecte le fait que tu es capable et que c'est toi l'expert. Alors, tu es l'expert. Pour avancer, on a besoin de qualifier un peu ce qu'est un expert. Donc, selon le DICO de Sabrina et Simon, édité il y a 1 heure juste avant le talk, on a défini un expert comme quelqu'un qui sait ce qu'il ne sait pas. C'est OK, c'est bon. C'est quelqu'un qui a vraiment conscience du moment où l'expertise est plus forte et plus franche ailleurs, soit dans son environnement, soit autour de la table, tout simplement. Donc un expert, c'est quelqu'un qui ne sait pas. C'est aussi simple que ça, il faut le respecter. Vous allez me dire, oui, Simon, tu es bien sympa, tu nous donnes une définition, mais du coup, quand je ne sais pas, qu'est-ce que je dois faire? Quand tu ne sais pas, moi, la solution que je vais vous proposer, c'est un dicton que me donnait ma grand-mère, qui ressemble pas du tout à la grand-mère que vous voyez là sur votre écran, mais c'était une grand-mère qui me disait quand tu ne sais pas, Simon, tu demandes. Demander, c'est respecter le fait que tu n'as pas la connaissance sur ce sujet, le fait que par contre ton voisin de table ou ton collègue est capable de t'aider et est un expert. Un designer qui ne posera pas de questions à l'équipe technique, au développement, c'est un designer qui s'enterre. C'est un designer qui ne pourra pas avancer, parce que de toute manière, il n'est pas capable d'amener le produit dans la main de l'utilisateur. Et à l'inverse, un développeur qui ne poserait pas les bonnes questions sur ce qui a amené le designer à concevoir telle ou telle expérience, le layout, le framework utilisé ou tout simplement la conception atomique, les méthodologies, c'est un développeur qui finalement risque de ne résoudre que 80% des problèmes qui sont adressés. On va vous proposer une petite variation qui est juste en dessous, c'est que quand tu ne sais pas, tu ne fais pas. On en a fait les frais il n'y a pas très longtemps, des fois on ne sait pas, on essaye de faire et en fait on perd beaucoup de temps. Alors,
poser la question, c'est faire preuve de curiosité. Et nous, on a vraiment envie de vous encourager à être curieux, mais une curiosité saine envers l'autre métier. Saine, ça veut dire, j'ai pas l'intention de te voler ton métier, j'ai pas l'intention de mieux savoir que toi, on se l'est dit et redit, c'est toi l'expert, et je te respecte pour ça. Je suis juste curieux de tout ce que tu sais, curieux d'apprendre ton quotidien en fait. Donc il y a plein de manières de faire ça. On peut faire des Vie ma vie, des formations découvertes. Nous, ce qu'on apprécie avec Simon, c'est faire du pairing. Et on vous encourage à le faire, c'est quelque chose que vous faites assez souvent entre devs. Bah, c'est aussi possible de le faire avec vos designers. Et ça a vraiment, vraiment plein de vertus, c'est très enrichissant. Pour plusieurs points, d'abord, le fait d'être à 2 cerveaux sur un problème, et 2 cerveaux qui ont des visions très différentes, ça va être un vrai vecteur d'innovation, parce que vous avez des points de vue qui divergent, et vous allez vous alimenter les uns les autres. Ensuite, ça va vous permettre de mieux vous comprendre, de mieux comprendre les contraintes de l'autre, et de peut-être en fait vous rendre compte que mais attends, tu es en train de passer 10 minutes à faire ce truc, moi je te fais un clic dans ma maquette, je te facilite la vie. Et ça va être vraiment très intéressant. Et enfin, notre dernier point, c'est tout simplement la qualité du produit. Parce qu'on le sait, ce que l'utilisateur il a finalement dans les mains, c'est pas la maquette du designer, c'est vraiment le code. Donc plus on travaillera ensemble au plus près du code, meilleure sera la qualité au global du produit. Autre sujet, la mise en place d'un vocabulaire et des enjeux communs. C'est une phrase hyper verbeuse pour parler de nomenclature. Voilà, c'est aussi simple que ça. Nous, déjà, il y a un constat qu'on observe, c'est qu'on n'est pas tous d'accord sur la façon de nommer le fait de nommer les choses. Voilà, d'accord ? C'est déjà un premier point de départ qui est compliqué. Sur le sujet de la nomenclature, je vais vous donner un exemple que je vis ultra régulièrement. Vous connaissez Gérard, qui est assis là. Je travaille avec lui au quotidien. D'ailleurs, il a fait un talk super cool. Je vous conseille de le regarder. Je travaille avec lui au quotidien sur Vitamine. Et la dernière fois, je l'interpelle et je lui demande s'il peut me faire des modifs sur un des items de la navbar. Et Gérard, c'est un mec qui ne prend pas trop des pincettes, ni trop le temps d'arrondir. Et il était plutôt en mode « Attends, Simon, moi, il n'y a pas de navbar dans mon produit. Je suis sur Android, j'ai des bottom-up bars, j'ai des top-up bars. Donc, tu me dis sur quoi tu veux qu'on travaille, mais c'est l'un ou l'autre. » Là, vous avez identifié le souci, c'est schématique. Je vais techniquement devoir lui expliquer « Ok, j'aimerais qu'on change ce truc-là, que à cet endroit-là, ça ressemble à ça, etc., etc. » Je vais passer un temps fou à essayer de communiquer avec lui. C'est un vrai souci. Le fait de mettre en place une nomenclature et de respecter cette charte de nommage, ça va donc nous faire gagner énormément de level sur la communication. Ça va avoir une vertu super cool sur le travail asynchrone, si vous aussi vous aimez ces méthodes de travail. Et ça va favoriser surtout le remote, parce que vous n'allez plus avoir besoin d'être autour de la table tous ensemble pour adresser les mêmes sujets. Alors, second constat, un peu fun fact, sur les chartes de nommage, souvent, les designers, entre eux, ne sont pas d'accord sur la façon de nommer les choses. C'est un petit peu rigolo. Bon, je pense au Switch ou au Toggle. Oui, voilà, c'est Toggle, c'est pas Switch. Voilà. Ça nous arrive. Pourtant, on bosse beaucoup ensemble. Mais déjà, côté design, il y a un alignement à faire et qui ne doit pas s'arrêter au design. Une fois que ce travail a été fait, il doit poursuivre jusque la documentation technique, jusqu'au dev, en fait. Donc, comment faire ça ? Le plus simple, nous, c'est ce qu'on fait en tout cas, c'est de se mettre autour de la table avec les différents intervenants, donc un développeur Android, iOS, web, un designer, de trouver le composant qui nous intéresse chez un éditeur de logiciels ou n'importe quelle librairie, de montrer le comportement, dire « Ok les gars, comment ça s'appelle? Est-ce que ça existe dans vos plateformes? Comment vous le nommez ?» Et à partir de là, comment est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour organiser ça? On va vous donner 2 petits tips sur le sujet. Le premier, c'est un truc que nous, on fait tout le temps. C'est quand vous avez des composants à nommer en design ou en dev, c'est d'aller bencher ce que font les grands éditeurs de logiciels, les grands éditeurs de code. Ça vous fera gagner énormément de temps. Nous, on le fait tous les jours. C'est notre veille quotidienne. Et si, du coup, second tip, si vous ne trouvez pas chez ces éditeurs-là le composant ou comportement que vous cherchez, il y a 2 possibilités. C'est soit que c'est quelque chose d'ultra spécifique à votre projet, et du coup, c'est une problématique qu'on n'adressera pas plus largement, soit c'est qu'il y a eu un souci de conception et que niveau design, ça pouvait être fait autrement. Allez, sujet suivant, il est facile, c'est le nom de notre catégorie, c'est communiquer, communiquer. Communiquer à mort, communiquer trop.
abusez-en, essayez de vraiment mettre en place cette culture de la communication dans vos équipes. On parlera des outils un peu plus tard, mais essayez d'utiliser des canaux publics où tout le monde a accès, dev, designer, et même le reste de l'équipe, en fait, parce que ça a plein de vertus et c'est super important. Parce que déjà, ça va être en asynchrone, donc ils regarderont quand ils seront dispo et OK pour regarder. Ensuite, ça vous permettra d'éviter le one-to-one et de potentiellement perdre la connaissance. Parler en one-to-one, c'est génial, ça crée du lien, c'est super. Sauf que si demain, la personne elle est malade ou elle quitte l'entreprise, vous perdez toute la connaissance. Alors que communiquer sur des channels publics, ça va permettre à tout le monde de récupérer l'info. Et si demain, dans l'équipe, quelqu'un d'autre est confronté au même problème, il bénéficiera de toutes vos réflexions et tout le cheminement que vous avez fait pour aboutir à une solution. Donc ça, c'est super intéressant. N'ayez pas peur de trop communiquer. Si jamais vous avez un doute, dites-vous simplement que les gens sont libres de ne pas lire, de couper leurs notifications. C'est libre à eux. On vous pose une devinette, on attend juste une réflexion, pas forcément la réponse tout de suite. Si une image vaut 1000 mots, combien vaut un proto? C'est plutôt adressé aux designers ou développeurs front intégrateurs. Cette devinette, elle est super cool parce qu'en fait, elle nous permet, surtout dans le talk, de pivoter vers la seconde partie qui est l'équipement. Vous l'aurez compris, là, on va parler d'un équipement qui est propre aux designers, mais qui favorise hyper bien le hand-off, c'est les prototypes. Le proto, c'est quelque chose qui n'est pas assez fait ou qui n'est pas forcément fait comme il devrait l'être. En tant que designer, faire des layouts, du marketing, du zoning, etc., c'est super cool, c'est hyper important, c'est nécessaire. Sans ça, on est bien d'accord qu'on peut très difficilement travailler. Mais ce qu'on observe, nous, c'est que souvent, il y a des protos qui sont faits par les designers à tort ou à raison. Et c'est ce point-là qu'on veut adresser. Concernant le proto, il y a deux écoles, et il y en a une qui consiste à dire moi j'ai un Drive ou un Figma ou ce que vous voulez, mais un proto avec absolument tous les parcours qui existent, tout est branché, tout est up-to-date, c'est génial, mais du coup on peut se poser la question de l'intérêt vis-à-vis de la prod. Et il y a une seconde école qui consiste à dire ça prend beaucoup trop de temps, ça coûte beaucoup trop d'argent, et j'ai une plus-value qui est quasi nulle, en fait. Alors, on va essayer d'apporter aussi sur ce sujet un point de vue, différenciant en tout cas. Le problème du proto, c'est pas de le faire. C'est la quantité d'éléments que vous allez prototyper. Au quotidien, techniquement, les équipes design sont intégrées dans les équipes produits et travaillent de manière cyclique sur des features, sur des itérations, sur des sprints, en fait, tout simplement. Nous, on encourage les designers à ne prototyper que ce truc-là. On s'en fout de ne pas avoir tout le produit qui soit prototypé, puisque de toute manière, ce ne sera pas regardé. Ça n'a aucun intérêt. Donc, plutôt que de ne rien faire ou de passer trop de temps sur un sujet qui a peu de valeur ajoutée, concentrez l'animation de vos protos sur une feature ou sur un parcours qui est en cours de développement ou en cours d'étude. Il y a un second sujet sur les protos qui peut être plutôt sympa quand on est designer, c'est de se rapprocher de la QA. Alors, ça peut sembler un peu bizarre, mais en fait, c'est assez logique. La QA va tester les parcours qui sont un petit peu compliqués, techniquement. En fait, en design, on a un peu trop tendance à faire des happy flow, à faire des home pages qui s'affichent avec des superbes animations, l'utilisateur il est connecté et tout, c'est génial, ça se passe trop bien. Dans la vraie vie, c'est pas ça qui se passe. Dans la vraie vie, je perds la connexion, j'ai pas de réseau, mon appli crash, ça fonctionne pas, j'ai des cas un peu pourris. En fait, se rapprocher des QA, ça va permettre de se rapprocher de ces cas de tests compliqués, de les récupérer et de les prototyper. Donc si vous devez prototyper une seule chose, mesdames, messieurs les designers, faites-le sur les cas d'erreur. Souvent, c'est ce qui manque au end-off. On va parler maintenant de design system, vitamine, du coup, petit coup de pub, on en profite, hein, c'est pas tous les jours qu'on est au DevFest. Ça va être une slide finalement super facile à expliquer, on ne va pas passer trop de temps parce que ce n'est pas le sujet. Nous, on serait très content d'en parler avec vous, mais ça prendrait beaucoup, nous couper beaucoup quand on parle de ça. Concernant le design system, il y a quelques petites choses quand même qu'on va dire sur les relations entre designers et développeurs. Il y a une image que j'aime beaucoup sur le design system, c'est l'idée selon laquelle c'est un contrat qui va être formulé entre les développeurs et les designers.
Ça va permettre de définir un terrain de jeu. On va utiliser cette stack-là, ces composants-là, pour faire cette expérience-ci, et on va le documenter comme ça. En ce sens, vous allez réduire la frontière entre le monde du design et le monde du développement. Donc, c'est une bonne chose. Ça va apporter énormément d'avantages sur votre communication. Ça va favoriser encore une fois le travail asynchrone et le remote. Ça, c'est à peu près vrai pour tout ce qu'on va dire. Il y a, je vous l'ai dit, plein de sujets sous-jacents au design system. Nous, il y en a un qu'on rencontre en ce moment et on va faire un petit focus là-dessus. On va prendre 1 minute pour en parler. En ce moment, on est en train de déployer notre design system dans l'écosystème D4. Alors, il y a beaucoup de produits, beaucoup de monde. Et en fait, il y a un argument qui est souvent remonté par des équipes qui peuvent sembler réfractaires, de dire « Ah, mais il manque des trucs ». Ou il n'y a pas ça. Alors là-bas, il y a Thomas qui a rigolé. On voit des sourires. Il nous le dit souvent. Ok, vous voyez ce genre d'argument. Ouais, mais c'est pas complet, il n'y a pas ce que je veux, il n'y a pas la carte comme j'aimerais, ceci, cela. Alors, effectivement, partant de ce principe, tout peut être raison à ne pas utiliser un outil. Nous, on vient vous faire une proposition. C'est de plutôt voir ça comme une opportunité. Une opportunité pour les équipes produits de travailler un petit peu sur autre chose que leurs produits, de travailler plutôt sur des éléments systémiques, des choses un peu plus agnostiques qui sont distribuées à grande échelle, et du coup de venir contribuer. En plus de ça, ça va vous permettre d'intégrer une équipe core, une équipe qui a un projet souvent assez visible dans l'entreprise, et de pouvoir mettre votre petite pierre à l'édifice. Donc si dans vos entreprises respectives, dans vos équipes, vous avez des profils plutôt réfractaires parce qu'ils ne trouvent pas, eh ben, proposez-lui de tracer le ticket, mais pas que. Proposez-lui de contribuer et d'apporter son coup de pouce. Dernier élément, l'idée reçue sur les design systems qui est trop souvent donnée aux designers, par les designers, pour les designers. S'il y a une chose dont on est convaincus tous les deux ici, c'est que c'est complètement faux. Le design system, c'est un produit qui se veut bipartite. C'est fait autant par les designers que par les développeurs. Ça appartient à l'entreprise et à aucune de ces deux familles de métiers. Et en ce sens, parfois, on a besoin d'avoir plutôt des aspects techniques sur comment on va concevoir une stack, comment on va mettre en place une archi, comment on va distribuer tout le design. Bah, laissez ça aux développeurs, il n'y a aucun souci avec ça. Et à l'inverse, sur le look and feel et le contenu, bah, pourquoi pas aller chercher dans les équipes design. Voilà, 2 petits contre-arguments sur les principaux freins qu'on entend sur le sujet. Bon, je t'ai laissé le sujet cool sur le design system. Maintenant, on attaque la documentation. Notre sujet chouchou. Alors, on le sait, Jira, Confluence, c'est horrible. C'est encore plus horrible quand on est designer. Sauf que si c'est l'outil qui a été choisi dans l'équipe, il faut que ce soit l'outil qui soit utilisé par tout le monde. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une seule source de vérité. Donc, on a envie de vous encourager à vraiment prendre le temps de choisir ensemble l'outil qui vous servira à documenter. Prenez du temps. Prenez le meilleur, le plus simple, celui qui va convenir à tout le monde. Mais une fois qu'il est choisi, utilisez-le tous. Ensuite, l'autre point, c'est que cette documentation, il faut qu'elle vive. Je ne sais pas si certains d'entre vous, hier, ont vu la conférence de Stéphanie Walter, mais elle l'explique très bien. La documentation, elle est co-construite entre designers, entre devs et avec toute l'équipe, en fait. Donc cette documentation, elle va vivre. Si jamais il manque quelque chose, s'il y a une incohérence, ne vous lancez pas dans l'émission Nailed It. Posez la question, souvenez-vous de ce que dit Mamie. Et ça, c'est très très important. Vous êtes complètement légitime et améliorez cette documentation, en fait. Alors, communiquer, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai aussi pour cette rubrique. La communication, c'est aussi un outil, ça passe aussi à travers de l'équipement. Donc on reprend 30 secondes, juste pour vous encourager à le faire. Communiquer de manière verbale, non verbale. Les outils, Jira, on en a parlé, aussi génial que ça puisse être, ça sert aussi à communiquer sur les avancées de l'équipe, sur l'avancée de certaines tâches. Donc voilà, équipez-vous, mettez-vous autour de la table, mettez-vous d'accord sur une stack de communication unique pour tous et n'hésitez pas à en abuser. Le versionning, alors c'est un des éléments que je juge le plus important dans la bonne entente entre les designers et les développeurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Côté dev, ça fait des années que ça existe, ça, il n'y a pas de débat, vous êtes les plus forts là-dessus, il n'y a aucun problème, ça me va très bien. Côté design, ça fait 6 ans qu'on a des bêtas. C'est un peu pourri, mais c'est comme ça que ça se passe. En fait, maintenant, les designers ont la capacité de versionner leurs fichiers. Alors, vous avez tous déjà dû voir, soit auprès de vos collègues, soit sur Twitter, soit le fichier final 2, final 3, final 4, OK? OK 2. Ouais, ça marche. Vous l'avez tous vu, ce fichier-là.
Aujourd'hui, les designers ont moyen de versionner, d'avoir un repo, un fichier master, des branches, etc. etc. C'est encore les prémices. Ce n'est pas aussi bien foutu que ce que vous pouvez avoir grâce à GitHub, mais ça arrive. Nous, on vous encourage à pousser vos équipes design à aller vers ces méthodes de travail. Pourquoi? Ça a énormément de vertus. La première, c'est que vous n'allez plus avoir des matinées où vous arrivez le matin, mesdames, messieurs les développeurs, au bureau, et dire « Ah mais attends, tu as changé le coin en haut à droite du bouton, mais du coup, c'est vrai pour tout ou c'est vrai que pour ce truc-là » Ça n'existera plus, puisque ce sera versionné, ce sera tracé, il y aura un changelog. En fait, le fait de devoir découper son travail et de faire des versions va, de manière instinctive, amener le designer à faire des releases de plus en plus légères pour être capable de conserver une vue globale sur le produit et sur la façon dont il avance. Donc, finalement, c'est une découpe de la charge qui est bénéfique à tous, et c'est une bonne chose. Une autre vertu, c'est que quand vous allez aller voir quelqu'un qui n'a jamais versionné un de ces fichiers, vous allez le poser sur Git ou sur Figma et lui demander de le faire, il va faire « Ok, mais je fais comment ?» Et là, il y a une super opportunité de faire un move d'équipe, en fait. C'est-à-dire, bah, tu sais quoi, moi, le versionning, Gitflow, tous ces trucs-là, ça fait des années que je l'ai dans les pattes, bah, je vais t'aider à monter en compétences, je vais te faire grandir. Et vous allez créer du lien. Notre but, encore une fois, c'est de réduire le fossé entre les designers et les développeurs. Développeurs, aider les designers à mettre en place du versionning dans leurs produits. C'est ultra important. Il y a un point qui est très très cool avec le versionning, c'est qu'il va, encore une fois instinctivement, amener les designers à avoir un prisme de conception un petit peu différent. C'est-à-dire que, comme il va pouvoir versionner, il va devoir versionner, il va devoir découper son travail. Le designer va être amené à avoir une approche un peu plus systémique de la chose, commencer à faire des librairies qui vont elles-mêmes être versionnées, commencer à se dire bah, pourquoi pas emprunter telle ou telle dépendance, faire des montées de version sur ces dépendances, se dire qu'en fait une feature ça peut être une version A et une version B et que sur un malentendu, on peut faire un A/B test et se forger des convictions hyper importantes sur le produit ou sur ce qu'on est en train de concevoir. Donc c'est vraiment un prisme qui est intéressant quand on fait de la conception et dont il faut abuser. Et enfin, le versionning va permettre la design review, va permettre le travail en asynchrone, et c'est quelque chose que vous connaissez avant de merger votre code. Et encore une fois, c'est tout nouveau pour les designers. Insistez là-dessus. Alors, on se parle de versionning côté design. On continue l'histoire côté dev. Donc concrètement, quand on est designer et qu'on travaille sur un projet, on a accès à la prod, la pré-prod. On a parfois accès à des versions bêta, alpha, et on a quand même rarement, voire jamais, accès à des versions de dev. Et nous, on a une conviction, c'est que c'est super important de partager aux designers le plus tôt possible là où on en est en termes de code, l'application concrètement. Moi, personnellement, j'ai vraiment aucun problème à devoir mettre à jour une application tous les jours. Au contraire, je serais ravie de le faire et je regarderai avec plaisir, en fait. Donc n'ayez pas peur que ça nous dérange, au contraire. Ça va permettre d'échanger très très tôt, ça va permettre de se faire des retours, de peut-être même tomber sur des trucs qu'on n'avait pas vus encore en amont, et là, il est encore temps de corriger. Donc n'hésitez pas, ça va permettre d'avoir au final un produit de bien meilleure qualité. On vous encourage vraiment à le faire. Donc on parle de se partager les choses en amont. L'autre point dont on voulait vous parler, c'est le Research Deck. Je ne sais pas si ça vous parle. En gros, c'est cet endroit où les designers vont centraliser les données utilisateurs, les besoins, les insights, toutes les données d'études en fait. Et bien cet endroit, partagez-le très tôt et à toute l'équipe. On vous encourage vraiment, si jamais vous n'y avez pas accès, vous en tant que développeur, à demander à pouvoir y jeter un coup d'œil. C'est très très intéressant. Ça permet de beaucoup mieux connaître nos utilisateurs. Ça permet de créer une dynamique aussi, de tous parler le même langage, de tous s'animer sur les mêmes opportunités. Et ça vous permet aussi potentiellement de l'alimenter. Parce que ce Research Deck, il faut qu'il vive, il faut qu'il glane des données. Et vous êtes aussi complètement compétent pour venir l'alimenter. Donc n'hésitez pas. On passe à notre dernière section qui concerne le plan tactique. #organisation. Alors, ça, c'est pas nouveau. On parle de s'impliquer très très tôt. Vous le savez, c'est très très important d'impliquer les devs très en amont, dès la research, dès la discovery, il était dur celui-là, dès l'idéation, dans les ateliers, etc., etc. On ne vous apprend rien. Nous, par contre, on vous propose d'aller peut-être
un petit peu plus loin. Et on a envie de vous encourager aussi à impliquer l'équipe QA, donc les testeurs. Ça va avoir un réel bénéfice. Simon a commencé à en parler tout à l'heure. Mais en fait, ils vont être en capacité de remonter un peu ces cas tordus, ces trucs auxquels on ne pense pas, les cas d'erreur. Et ça va avoir une vraie vertu pour la suite en fait, de ce qu'on fait ensemble. Je vous partage une anecdote. Dans l'une de mes anciennes équipes, il y a quelques années, on impliquait tellement l'équipe QA en amont que eux, dans leur scénario de test, ils utilisaient le nom de nos personas. Alors vous allez me dire, c'est génial, moi aussi je peux écrire Fabrice dans mon scénario de test, ça n'a pas d'intérêt. Non, en fait, ce qui est important, c'est ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que l'équipe QA a été vraiment impliquée avec nous et elle avait une vraie connaissance de nos utilisateurs. Elle était vraiment, en fait, en empathie avec les gens pour qui on conçoit au quotidien. Et ça a une vraie valeur. Alors vous allez me dire maintenant, ok, très bien, faisons ça à go, on s'implique partout tout le temps. Sauf que mon agenda, il est full, j'ai pas le temps de venir à tous tes ateliers, ça serait avec plaisir, mais c'est pas possible. On vous propose aussi une solution, la roulette. Elle est bien notre roulette quand même. Et ça, donc c'est issu aussi d'une véritable anecdote vécue qui fonctionne. Des outils de roulette, il en existe plein sur le net. Nous, on le faisait sur le channel Slack où on pouvait le lancer d'un coup. Vous n'êtes pas obligés d'être tous présents sur toutes les réunions. Vous pouvez juste avoir un représentant de votre expertise qui vient, et ça sera très chouette. Et vu qu'on s'est dit qu'on communiquait tous publiquement et qu'on communiquait beaucoup, bah vous aurez quand même l'info. Donc n'hésitez pas à essayer, c'est vraiment très cool et ça libérera votre agenda. On va parler maintenant des rituels qui incombent aux designers. Alors pour vous donner un petit peu de contexte, il y a quelques mois, quelques mois, quand je suis arrivé chez Decathlon, j'animais une équipe de designers qui fonctionnait en mode agence, à savoir une business unit, une table avec plein de designers et des produits autour qui avaient des besoins ponctuels et qui faisaient leurs demandes. Pour des soucis d'orga, pour répondre aux objectifs et puis parce qu'on a besoin de se transformer, on a transformé ces designers en product designers et on les a un petit peu répartis dans les différents produits. Après coup, ce qui a fonctionné, c'est pas de demander aux designers de s'asseoir à côté des développeurs ou du PM qui fait que la transfo a fonctionné. Ce qui a, je pense, vraiment fait le succès de ce changement, c'est l'arrivée dans les rituels agiles des équipes design. Il y en a 3 qui sont, je pense, importants et nécessaires pour mettre le pied à l'étrier. Le premier, ça va être le daily. Alors le daily, le but pour un designer d'intégrer un daily, ça ne va pas être de prendre un temps de parole d'un quart d'heure alors qu'il est seul et qu'il y a 10 développeurs dans l'équipe, ce ne serait pas juste. L'idée, c'est surtout de ponctuellement, pas forcément tous les jours, de donner des vues sur les sujets qu'il a amorcés et qu'il a commencés. Et de répondre, pourquoi pas, aux questions de l'équipe technique beaucoup plus aisément qu'en passant par le PM qui va demander, etc. etc. Il y a la rétro, qui est un super outil pour activer cette transfo. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je crois qu'il y avait une dizaine de designers dans l'équipe. Ils ont tous fait leur première rétro. Ils sont sortis de là, ils étaient cassés, mais vraiment cassés. C'était terrible pour eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je te retrouve dans cet état? Mais en fait, j'ai fait une rétro de 3 heures et à aucun moment, je me suis senti concerné. C'est normal, le design n'existait pas avant. Il n'était pas pris en compte dans l'organisation de l'équipe. Donc, tu sais quoi? Profite de cette frustration pour revenir dans 3 semaines, à la prochaine rétro, avec des plans d'action. Et en fait, dis que tu as besoin de moments de parole. Tu as besoin de moments qui sont propres à toi en tant que designer. Et c'est là où on va ajouter des colonnes dans le Jira, pourquoi pas sur les phases de recettes, sur les phases de test, l'arrivée au daily ou d'autres moments qui peuvent être ultra intéressants en fonction de vos problématiques propres. Le dernier, c'est la phase de refinement. Alors, on a parlé de versionning, on a parlé de sprint, on a parlé de designers qui fonctionnent beaucoup plus en cycle, en itération. Le refinement est du coup tout trouvé pour ces équipes design. Pourquoi? Parce qu'il va forcer les différents designers à se poser la question de la charge de travail qu'ils sont capables de faire passer sur une itération, de donner de la visibilité aux équipes techniques sur ce qui va arriver comme feature, comme fixe, comme correctif, etc. Et surtout, là où moi je trouvais beaucoup d'avantages, c'est qu'en fait je pouvais être présent lors du refinement et des estimations de l'équipe technique et de pouvoir répondre tout de suite à des questions très précises sans avoir besoin de refaire une réunion. Donc voilà,
C'était un petit peu le point sur la présence des designers dans les rituels. On a quitté. Que des problèmes avec cette... C'est une blague. Ça va pas marcher. Attends. Diapo. C'est de l'autre côté. À gauche. Ben voilà. Un deuxième clap-clap parce que ça fait 2 fois quand même. Et j'ai toujours pas appris le raccourci. C'est vrai. Ok, definition of done, c'est le dernier sujet. Ensuite, on passera sur le takeaway. Definition of done, vous connaissez ça dans vos équipes techniques. C'est pareil, tout nouveau pour les designers. Ça présente énormément d'avantages. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les designers ont un peu tendance, parfois, à limiter leur impact sur le produit. C'est-à-dire qu'ils vont dire, OK, je dois faire des écrans, par exemple, ou je dois faire un parcours, bon, bah, voilà, c'est fait. Or, ce qu'on constate, c'est que dans les mains de l'utilisateur, c'est le code que vous avez écrit. Si on tire un peu ce fil-là, ça sous-entend que vous, développeurs, vous avez la responsabilité de l'entièreté du produit s'il y a des problèmes auprès de l'utilisateur. Nous, on n'est pas du tout convaincus que ça. On est plutôt en mode team play, chacun prend sa part et on avance tous ensemble. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de faire une réunion avec les différents intervenants, les développeurs, les designers, le PM, les QA, etc., de définir la liste des choses qui permet de définir une tâche comme étant terminée et que chacun puisse prendre sa part. Ainsi, ça permettra, pourquoi pas, au designer de venir accentuer un peu plus sa documentation, participer à des événements auxquels il peut trop jamais venir, où il se sent juste pas légitime, et du coup de repartager un peu les rôles, les responsabilités et la charge de travail. On est tout bon, je crois. Hein ? Allez, ça veut dire qu'on se lance sur notre takeaway. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit ? Petit récapitulatif. Donc, dans notre section jeu en équipe, communication, on s'est dit de respecter l'expertise de l'autre. Et si jamais vous avez un doute, souvenez-vous de ce que dit mamie quand tu sais pas. On a parlé de bienveillance et d'exigence. Et surtout, ne laissez pas de complaisance dans vos produits. On a parlé de curiosité, mais de curiosité saine. Pensez à faire du pairing, des vies ma vie, des formations de découverte. On a une réponse maintenant à notre devinette. En fait, un proto, ça vaut beaucoup de mots. On a parlé de design system, notre sujet chouchou, pour se construire un vocabulaire commun. On a parlé de documentation qui devait être co-écrite, co-construite. C'est exactement ça. Et on a parlé ensuite de versionning qui permettra, en étant bien utilisé et bien poussé, d'avoir des versions design ISO au dev. On s'est parlé de Research Deck, cet endroit où on met toutes nos données user, qu'on alimente tous ensemble. Et on l'a dit, on l'a répété, on le répète, on communique, on communique, on communique. Concernant le plan tactique, on demande aux designers de s'impliquer sur une plus grande partie de la chaîne, voire sur la totalité. Et on demande aux développeurs d'arriver beaucoup plus en amont dans la conception des expériences utilisateurs. Vous avez votre place bien plus tôt dans l'orga. Et si jamais vous vous sentez trop impliqué, on vous a proposé une solution, c'est de faire tourner la roulette. On arrive au bout de ce talk, et j'ai survécu, sans me moucher. Donc on vous remercie chaleureusement, on remercie le DevFest et toute l'orga pour ce super accueil. On est dispo pour les questions. Merci.